Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis enseignant-chercheur à Sorbonne Université et j'anime le conseil scientifique de la JD depuis maintenant quelques années. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de faire le point avec vous sur une notion intéressante, thérapeutique, qui peut donc servir pour les patients diabétiques de type 1, qui est le pancréas bioartificiel. Alors, vous en avez entendu parler certainement depuis plusieurs années. C'est un concept qui est peaufiné par les chercheurs depuis une vingtaine d'années. Mais j'ai décidé d'en parler aujourd'hui pour faire le point avec vous parce qu'il y a 2 articles scientifiques qui ont été publiés récemment dans un très bon journal qui s'appelle le New England Journal of Medicine et qui valident des informations dont on a entendu parler dans la presse médicale depuis quelques années maintenant. Et c'est important de présenter ces articles parce que la validation suite à la publication de ces articles, c'est une validation scientifique et médicale qui apporte des éléments nouveaux pour ce genre de dispositif. Donc je vais voir avec vous l'intérêt de ces dispositifs et je vais vous présenter rapidement les résultats qui sont dans ces articles. Et puis ensuite, il y aura une table ronde où on pourra discuter plus en avant et répondre aux questions que vous avez par rapport à tout cela. Donc revenons tout d'abord sur une définition. Donc le pancréas bioartificiel, c'est l'idée de mettre en place un dispositif qui permet, grâce à des cellules qui produisent l'insuline, qui vont être greffées à des patients, de restaurer une production d'insuline. Donc l'idée, évidemment, c'est de remplacer la fonction déficiente chez les patients diabétiques par des cellules qui vont remplacer cette fonction. L'avantage, il est bien entendu évident, c'est d'avoir une production endogène, c'est-à-dire à l'intérieur du corps, par des cellules qui vont produire l'insuline de façon autonome, sans qu'aucune intervention du patient soit nécessaire, et de façon à reproduire au mieux la sécrétion d'insuline que l'on sait être normale dans la cellule productrice d'insuline, c'est-à-dire une sécrétion d'insuline augmentée en réponse à l'hyperglycémie et bien entendu un retour à une sécrétion basale lorsque la glycémie redescend. Donc reproduire au maximum la physiologie de la cellule bêta en apportant des cellules greffées à un patient. Alors sur le papier, c'est assez joli. En réalité, il y a de nombreux obstacles. On peut citer notamment la source de cellules productrices d'insuline, comment obtenir une grande quantité de ces cellules, quel type de cellules obtenir, on va en parler un peu plus dans ce topo. Il existe toujours cet obstacle qui est l'auto-immunité présent chez le patient diabétique de type 1. Il va falloir contourner cette auto-immunité si on veut que les cellules greffées puissent perdurer dans le temps et assurer leur fonction de production d'insuline. Le site de greffe, c'est-à-dire l'endroit où on va apporter ces cellules productrices d'insuline, va être important car on veut pouvoir suivre le devenir de ces cellules, éventuellement devoir retirer les cellules si jamais des événements néfastes arrivent à ces cellules, comme par exemple une prolifération non voulue. Il faut bien entendu que ces cellules puissent fonctionner à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc s'assurer que ces cellules puissent survivre lorsqu'elles vont être greffées à un patient. S'assurer que ces cellules puissent continuer à fonctionner le plus longtemps possible pour permettre la production d'insuline. Et bien entendu, lorsqu'on parle de greffe, eh bien, on va associer ceci à l'immunosuppression, c'est-à-dire un protocole qui permet d'accepter des cellules greffées et de mettre en silence l'auto-immunité. Et bien entendu, on verra plus tard, cette immunosuppression, qui est un traitement pharmacologique, a des effets secondaires indésirables qu'il faut prendre en considération lorsqu'on s'intéresse au pancréas bioartificiel. Alors, le pancréas bioartificiel, c'est bien entendu donc apporter des cellules productrices d'insuline. C'est ce qui est fait maintenant depuis 25 ans, notamment via la greffe d'îlot. Alors, la greffe d'îlot, c'est un protocole qui est maintenant bien établi, bien pratiqué de par le monde. C'est assez simple en théorie aussi. C'est donc récupérer un pancréas d'un donneur d'organes. On sait maintenant, à partir de ce pancréas purifié et isoler les îlots de Langerhans, qu'on va pouvoir ensuite apporter un receveur, quelqu'un qui va recevoir ces îlots. Et cette greffe se fait par l'injection des îlots dans la veine porte, et les îlots vont aller se nicher dans le foie, où ils vont fonctionner en sécrétant l'insuline en réponse au glucose, et donc permettant ainsi une production endogène d'insuline. Alors c'est une greffe d'îlot qui est
qui nécessite donc une immunosuppression, puisqu'il faut que le receveur puisse accepter des îlots qui sont un corps étranger. Et donc c'est en général recommandé, ou en tout cas pratiqué sur des patients qui ont déjà un protocole d'immunosuppression, car ils ont par exemple reçu une greffe de rein pour pallier une déficience rénale. Donc c'est un protocole qui se fait avec une immunosuppression, qui a des effets secondaires qu'on va évoquer tout à l'heure. C'est un protocole qui n'a pas à long terme une efficacité optimale. On sait que les îlots vont survivre un certain nombre d'années, mais pas non plus très très longtemps. Il y a une contrainte majeure qui est la quantité de cellules qu'il va falloir greffer. On admet maintenant qu'un patient doit recevoir les îlots issus de 2 à 3 pancréas. Donc 2 à 3 donneurs d'organes sont nécessaires pour traiter ou en tout cas greffer un seul receveur. Donc ça pose la question de savoir combien de pancréas sont disponibles pour la greffe. Et puis il y a bien entendu aussi la qualité des îlots. On va pouvoir isoler des îlots à partir des pancréas de donneurs. Parfois cela marche et on obtient des îlots qui sont très efficaces, qui vont bien sécréter l'insuline en réponse au glucose. Et parfois ce n'est pas efficace et donc les îlots ne peuvent pas être greffés. Donc ça apporte aussi une contrainte supplémentaire. Donc ce que l'on voit dans ce protocole, c'est qu'il y a 2 contraintes majeures. C'est comment obtenir une quantité importante de cellules productrices d'insuline pour la greffe. On a vu que donc pour les îlots issus de donneurs d'organes, eh bien, cette quantité est limitée, donc il faut se tourner vers d'autres solutions. Et bien entendu, il faut continuer à travailler sur l'immunosuppression, c'est-à-dire est-ce que l'on peut apporter des cellules productrices d'insuline à un patient qui va recevoir une greffe sans lui administrer de molécules qui ont ces effets secondaires, donc, mais qui permettent l'immunosuppression. Donc c'est ces 2 aspects qu'on va évoquer ensemble aujourd'hui. Le premier aspect, donc, ça va être comment obtenir une grande quantité de cellules productrices pour une greffe. Donc on a vu que les îlots de Langerhans étaient obtenus en quantité limitée, donc on peut se tourner vers d'autres sources de cellules qui vont nous permettre d'obtenir des cellules productrices d'insuline. Il y a une source assez intéressante qui s'appelle les cellules souches embryonnaires qui vont permettre d'obtenir des cellules productrices d'insuline. Revenons tout d'abord sur ce que sont ces cellules souches embryonnaires. Ce sont des cellules qui sont obtenues à partir d'embryons humains au premier stade de développement. Ces embryons vont contenir des cellules qui sont totipotentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent donner toutes les cellules de l'organisme, et notamment des cellules productrices d'insuline. Alors c'est une utilisation de cellules qui a été faite maintenant depuis plus de 25 ans. Toutefois, ça pose certaines questions, puisque ces cellules sont obtenues à partir d'embryons humains au premier stade de développement. Donc leur utilisation est sujet à débat éthique, débat sur la réglementation de l'utilisation de ces cellules, et donc c'est des cellules qui sont parfois compliquées à utiliser. Heureusement, il y a une alternative. L'alternative, c'est des cellules souches pluripotentes induites. Alors, ce sont des cellules qui ont été identifiées par le professeur Yamanaka, qui a obtenu d'ailleurs le prix Nobel pour cette découverte en 2012. L'idée étant que toutes les cellules de notre corps, que ce soit des cellules de la peau, des cellules sanguines, peuvent être reprogrammées. On peut ce qu'on appelle dédifférencier, les rendre complètement immatures grâce à des traitements. Et une fois que ces cellules sont redevenues immatures et dédifférenciées, on peut les redifférencier, par exemple, en cellules productrices d'insuline. Donc ça, c'est très intéressant. C'est un protocole qui est maintenant bien contrôlé. On a besoin de 60 jours de culture pour partir, et on part au début de cellules souches pluripotentes induites qui sont complètement immatures, et puis au bout de 60 jours de culture, avec différents traitements, c'est un peu de la cuisine, il y a des recettes, on rajoute des molécules différentes aux différents jours de traitement. On cultive ces cellules dans différentes conditions, soit dans des boîtes de pétri, soit dans des micro-puits, soit en suspension. Mais à la fin, au bout de 60 jours, on obtient des cellules qui sont capables de produire et de sécréter l'insuline en réponse au glucose, donc des cellules qui vont être intéressantes pour la greffe. Donc ces protocoles sont maintenant bien établis, on sait le faire, et l'avantage énorme de cette solution, c'est que les cellules souches pluripotentes induites, on peut les obtenir en quantité quasi illimitée. Quand elles sont immatures, elles prolifèrent, donc on peut en obtenir de grandes quantités, et donc on lève cet obstacle de la quantité de la quantité de cellules productrices d'insuline. On peut en obtenir des quantités incroyables. Donc l'avantage, c'est bien sûr donc cette quantité importante.
L'autre avantage, c'est que ces cellules peuvent être facilement obtenues sans besoin d'un donneur d'organes, puisque ce sont des cellules, par exemple, de la peau. Puisque ces cellules peuvent être obtenues à partir de cellules de la peau, on peut les prendre d'un patient que l'on veut greffer, faire ce traitement de cellules IPS et puis les redifférencier en cellules productrices d'insuline et rendre ainsi la possibilité de faire une greffe autologue, c'est-à-dire une greffe à un patient de ses propres cellules. C'est ce qui vous a été présenté l'année dernière. C'était un article qui a été publié dans Cell où en Chine, ils ont réussi donc à prendre des cellules d'une patiente diabétique de type 1, les différencier en cellules IPS, les redifférencier en cellules productrices d'insuline et ensuite greffer ces cellules à la patiente pour pouvoir lui guérir son diabète. Les inconvénients associés à cette technique, c'est le coût de la production de ces cellules. On a chiffré l'année dernière ce coût de production à plus de 300 000 euros à partir du moment où on prend les cellules d'une patiente ou d'un patient, qu'on les dédifférencie, qu'on les redifférencie en cellules productrices d'insuline. Donc le coût est à peu près de 300 000 euros. Il y a bien sûr une nécessité absolue de contrôler la qualité sanitaire de ces cellules. Un des inconvénients, un des défauts de ces cellules, c'est que si elles ne sont pas complètement différenciées, elles peuvent éventuellement développer des tumeurs. Et bien entendu, si ces cellules sont greffées à un patient de façon, comme pour les îlots de Langerhans, il y a un besoin d'immunosuppression. Pardon. Alors une société dont vous avez sûrement entendu parler maintenant depuis plusieurs années, c'est la société Vertex. Pourquoi ? Parce que la société Vertex a décidé de développer des dispositifs pour apporter des cellules productrices d'insuline aux patients diabétiques de type 1. Ils ont principalement deux dispositifs, le VX880 et le VX264. L'idée était à chaque fois d'apporter des cellules endocrines qui produisent de l'insuline. Pour le VX880, ce sont des cellules qui sont injectées normalement comme cela dans le foie du patient avec une immunosuppression. Ces cellules ne sont pas encapsulées. Et le VX264, ce sont des cellules productrices d'insuline qui sont encapsulées dans un petit dispositif pour les protéger du système immunitaire du patient à qui on va greffer ces cellules. Alors tout de suite, je vous dis tout de suite que le VX264 a été arrêté. C'est un protocole qui a été testé et pour lequel les résultats n'ont pas été obtenus de façon suffisante. Donc il n'y aura pas de développement prochain du dispositif VX264. En revanche, le dispositif VX880 a fait l'objet d'une publication que je vais vous présenter ensuite et qui montre des résultats assez encourageants, même si, c'est noté sur la diapositive, pour ce dispositif, il y a toujours la présence d'une immunosuppression. Alors, en dehors de Vertex, il y a aussi d'autres sociétés qui développent le même genre de dispositifs. On peut penser au Cell Pouch System ou à la société Adocia qui développe Adoshell. Donc, ce sont des dispositifs qui sont en cours de développement et qui n'ont pas encore atteint le niveau de phase clinique, d'essai de phase clinique suffisant pour obtenir des résultats concluants. En tout cas, le VX880 de Vertex a fait l'objet d'une publication. Donc, le premier article dont je vais vous parler, c'est une publication dans le New England Journal of Medicine et qui donc a utilisé un dispositif dont le nom est absolument imprononçable, Zimzlesl, je ne sais pas qui a trouvé ce nom, mais c'est vraiment très compliqué à dire, qui est un dispositif qui contient des cellules productrices d'insuline, différenciées à partir de cellules souches embryonnaires. Et c'est un protocole qui a été établi par un professeur d'Harvard qui s'appelle Douglas Melton, qui avait créé à une époque une société SEMA Therapeutics qui a été rachetée par Vertex. Et ce professeur Douglas Melton, maintenant, travaille à plein temps dans la société Vertex. Donc ce sont des cellules différenciées à partir de cellules embryonnaires humaines. Elles produisent de l'insuline. On a réussi à les faire se différencier suffisamment en avant. Et ensuite, elles sont greffées dans le foie en présence d'immunosuppresseurs. Alors, quels sont les résultats ? 12 patients ont été greffés avec ces cellules. La première phase était une phase de tolérance des cellules, donc ils ont greffé un certain nombre de cellules. Vous voyez ici la moitié d'1 milliard de cellules qui ont été greffées pour voir si elles étaient acceptées par les patients qui recevaient cette greffe. Et la phase B, la phase C de l'essai clinique consistait à évaluer l'efficacité clinique de ces cellules avec un plus grand nombre de cellules greffées. Donc 12 patients ont été greffés, à une moyenne d'âge de 42 ans.
On a des patients qui ne sont pas obèses, qui sont dans des BMI plutôt en deçà de l'obésité, des durées de diabète de type 1 qui sont de l'ordre de plus de 22 ans. Je vais essayer de trouver le pointeur. Donc vous voyez ici une durée de diabète de 22 ans, une hémoglobine glyquée un peu élevée à 7,8%. Bien entendu, un temps dans la cible qui est largement insuffisant, des doses d'insuline conséquentes et puis l'utilisation de pompes et de boucles fermées hybrides chez un grand nombre de ces patients. Donc 12 patients reçoivent ces cellules et vont être suivis pendant 1 an. Alors quels sont les résultats? Les résultats sont assez bons, assez optimistes. Vous avez ici le C-peptide sécrété par ces patients en réponse à un repas test avant la greffe de ces cellules. Et puis vous voyez que 90 jours après la greffe de ces cellules, on commence à détecter du C-peptide en réponse à un repas test. À 180 jours, on a du C-peptide qui est largement sécrété en réponse. Et puis au bout d'un an, on a une bonne sécrétion de ces peptides qui reflète donc la production d'insuline par les cellules qui ont été greffées chez ces patients. En miroir de cette sécrétion d'insuline, vous voyez sur la droite les niveaux de glycémie en réponse au repas test. Avant la greffe, cette glycémie était largement en excursion. Vous voyez ici des niveaux de glycémie assez élevés. Et puis, au fur et à mesure où la greffe a pris, donc à 90, 180 et 360 jours, on voit que l'insuline sécrétée a permis de restaurer un très bon contrôle de la glycémie chez ces patients. Donc ces patients reçoivent des cellules qui produisent de l'insuline et cette insuline est fonctionnelle puisqu'elle permet de réguler la glycémie, en tout cas sur ce genre de test de sécrétion d'insuline. En ce qui concerne l'hémoglobine glyquée, vous voyez ici les chiffres. Avant la greffe, nous avions des valeurs d'hémoglobine glyquée très élevées qui vont réellement, au fur et à mesure où la greffe va être efficace et produire de l'insuline, retrouver un niveau largement inférieur à 7%, ce qui permet d'avoir ici, à 1 an, des taux d'hémoglobine glyquée qui sont largement en dessous de la valeur de recommandation. Et puis, ils ont suivi certains patients jusqu'à 18 mois pour montrer la pérennité de l'efficacité du traitement. Et vous voyez qu'à 18 mois, on conserve des hémoglobines glyquées qui sont inférieures à 7%. Le temps dans la cible a été aussi mesuré chez ces patients. Et vous voyez ici un temps dans la cible qui était effectivement mauvais au début, avant la greffe, et qui petit à petit rejoint des valeurs extrêmement satisfaisantes. On est autour de 90% de temps dans la cible. Et à nouveau, vous voyez qu'au bout d'1 an, cette valeur de 90% persiste pour certains patients jusqu'à 18 mois. Donc on a une efficacité de contrôle glycémique qui est assez pérenne. Alors bien entendu, ces patients donc, reçoivent ces cellules productrices d'insuline en présence d'une immunosuppression. Donc il est important de préciser les effets secondaires liés à cette immunosuppression. Vous voyez quand même un grand nombre de diarrhées, un grand nombre de migraines, de nausées, de l'infection par le Covid-19, puisque c'était à l'époque, ces patients ont été greffés pendant les différentes phases du Covid. Il y a des ulcérations de la bouche, des neutropénies et certaines rougeurs qui apparaissent chez ces patients. Ce sont des effets secondaires uniquement dus à l'immunosuppression, mais qu'il convient de prendre en compte si on veut développer plus avant ce genre de protocole. Donc voilà, ce VX880 semble bien marcher, on a une bonne production d'insuline. Ce sont 12 patients qui ont été sélectionnés et traités par ces cellules. Reste à savoir à plus long terme si cela perdurera et si les cellules vont pouvoir survivre longtemps et produire l'insuline. Le deuxième article que je voulais vous présenter va maintenant s'intéresser au principe de l'immunosuppression. L'idée de développement de nouveaux traitements, c'était de se dire, est-ce qu'on peut se passer de l'immunosuppression? Est-ce qu'on peut greffer des cellules qui ne nécessiteront pas d'immunosuppression, des cellules qui seraient partiellement invisibles au système immunitaire du patient qui va recevoir ces cellules? Donc l'idée, c'est vraiment cela, et ça a été développé par une société qui s'appelle Sana Biotechnology. Et à nouveau, les résultats de cette étude ont été publiés dans le New England Journal of Medicine il y a 2 ou 3 semaines, et qui ont permis de montrer qu'effectivement, on pouvait travailler sur l'objectif qui était de développer des îlots de Langerhans, donc pour la greffe, mais des îlots qui étaient ce qu'on appelle hypoimmuns, c'est-à-dire qui ne vont pas développer de réaction immunitaire lorsqu'on va les greffer chez un patient. Donc l'idée, c'est
trafiquons ces îlots, modifions-les, pour les rendre invisibles au système immunitaire du patient qui va recevoir ces îlots. Alors c'est des techniques qui sont assez complexes. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, ce que je peux faire, c'est vous rappeler un petit peu les deux composantes du système immunitaire. Vous savez qu'on a un système immunitaire qui est d'une part l'immunité innée, c'est l'immunité qui nous est présente dès la naissance, qui permet une réponse immédiate aux agents extérieurs, par exemple les micro-organismes qui pourraient infecter notre corps. Cette réponse n'est pas ciblée, elle est assez large et elle permet donc de réagir aux agents extérieurs. Le deuxième composante du système immunitaire, c'est l'immunité adaptative, qui elle est beaucoup plus spécifique. Elle va être dirigée contre des antigènes spécifiques des agents extérieurs. Elle va notamment reposer sur la production d'anticorps par les cellules de notre système immunitaire, ces anticorps étant dirigés contre des antigènes spécifiques. Elle permet également donc la destruction des agents extérieurs. Et surtout, elle permet l'acquisition d'une mémoire. Donc, c'est le principe qui peut être utilisé, par exemple, pour la vaccination. On va pouvoir utiliser cette mémoire du système immunitaire adaptatif pour mettre en place des processus de vaccination. Toutefois, dans ces immunités adaptatives ou innées, on trouve un certain nombre de maladies qui sont associées au dérèglement de cette immunité, notamment les allergies ou les maladies auto-immunes, puisque vous savez que dans le diabète de type 1, il y a des auto-anticorps dirigés contre des antigènes, donc c'est une fonction anormale du système immunitaire adaptatif. Donc l'idée de Sana Biotechnologies, c'était d'essayer de contourner les deux composantes du système immunitaire pour produire des cellules qui ne déclencheraient pas ces réactions. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça nécessite pas mal de connaissances scientifiques. En tout cas, ce qu'il faut imaginer ici, ce qu'ils ont mis en place, c'est qu'ils ont utilisé des technologies de ciseaux moléculaires, c'est-à-dire qu'ils ont modifié l'ADN des îlots qu'ils ont récupérés, des îlots de donneurs. Ils ont modifié l'ADN de ces îlots pour leur permettre d'être invisibles au système immunitaire du patient qui va recevoir ces îlots. Donc le receveur, c'est un homme de 42 ans qui a 37 ans de diabète de type 1 avec une HbA1c très élevée, à près de 11%. Aucune insuline détectable et 2 auto-anticorps et des besoins en insuline de 32 unités par jour. Ils ont utilisé donc des îlots issus d'un donneur d'organes de 60 ans, des îlots issus d'un donneur d'organes qui n'avait pas de diabète. Les îlots obtenus avaient une très bonne sécrétion d'insuline, une très bonne pureté. Ça veut dire qu'on avait une préparation d'îlots qui était optimale pour ce genre d'expérience. Donc, avec une technique de ciseaux moléculaires qui s'appelle CRISPR, ils ont modifié l'ADN de ces îlots pour les empêcher d'exprimer des molécules qu'on appelle HLA, qui sont importantes pour la reconnaissance immunitaire. Et d'autre part, ils ont, en plus de l'inactivation de 2 gènes importants pour le système HLA, ils ont surexprimé une autre protéine qui s'appelle CD47. C'est pas la peine de la retenir, c'est une molécule du système immunitaire. Mais tout cela, toutes ces modifications avaient pour visée de rendre ces cellules invisibles au système immunitaire. Donc c'est des travaux qui avaient été déjà testés chez le singe, testés dans différents modèles animaux et qui avaient montré des très bons résultats dans ces modèles animaux. Donc ils ont décidé, pour l'étude que je vais vous présenter, de passer chez l'humain. Donc un patient a reçu des îlots ainsi modifiés. Donc j'ai mis ici la petite notion de îlot OGM parce que réellement c'est ce que c'est. Ce sont des îlots qui ont été génétiquement modifiés, donc on pourra discuter, si vous voulez, des aspects éthiques de la modification du génome de cellules humaines pour ensuite en faire la greffe. En tout cas, ils ont caractérisé ces cellules, donc c'est des cellules qu'ils ont appelées des HIP, pour hypohumain pancreatic cells. Donc c'est des cellules qui vont être ensuite greffées à un patient. Donc vous voyez ici sur la droite la photo de l'injection de ces cellules dans le muscle du bras gauche. Donc c'est un site qui avait déjà été testé pour des greffes, hein, c'est un site qui est assez efficace. Et dans ces études, ils ont été obligés de greffer uniquement une petite quantité de cellules. D'accord ? Ils ont greffé 79,6 millions de cellules, ce qui représente grosso modo environ 7% de la quantité de cellules qui devraient être normalement greffées pour restaurer la production d'insuline. Donc ce n'est pas un article qui a pour visée de guérir le diabète chez ce patient, c'est juste un article preuve de concept que ces cellules peuvent être greffées, mais en tout cas la quantité de cellules était largement inférieure et ne permettait pas d'espérer résoudre le diabète.
En tout cas, ces cellules ont été greffées sans immunosuppression, puisque c'était le but de l'étude. Et je ne vais pas vous décrire tous ces graphiques qui sont assez compliqués, mais en tout cas, si vous vous concentrez sur la partie droite de ces graphiques, vous allez voir que ces graphiques représentent les réactions du système immunitaire du patient qui reçoit les cellules. Et vous voyez qu'il n'y a aucune réaction, on n'a aucune réaction du système immunitaire adaptatif ou inné à ces cellules. Donc ces cellules sont greffées chez un patient et le patient ne déclenche aucune réaction immunitaire contre ces cellules. Elles sont donc bien invisibles. Alors qu'en est-il de la fonctionnalité de ces cellules? Vous voyez que sur 12 semaines, les patients a récupéré une sécrétion de C-peptide qui était inexistante avant la greffe. Donc vous voyez ici du C-peptide détectable depuis la première semaine jusqu'à 12 semaines de greffe. Lorsque l'on regarde la production de C-peptide en réponse à un repas test, vous voyez que ce C-peptide augmente dès 4 semaines de greffe et perdure jusqu'à 12 semaines. Les besoins en insuline ici sont représentés, ils sont importants puisque je vous ai dit que les cellules étaient greffées en quantité insuffisante pour restaurer le diabète, pour guérir le diabète. Et vous voyez ici l'hémoglobine glyquée du patient qui est passé de à peu près 11% à 7,6% après 12 semaines de traitement. Donc on a la preuve ici, grâce à cette expérience, que l'on peut trafiquer des îlots et des cellules productrices d'insuline, les rendre invisibles à un système immunitaire et les greffer à un patient sans ajout de traitement immunosuppressif. Donc c'est assez encourageant. Donc 2 études que je vous ai présentées sont issues de 2 industries pharmaceutiques, d'une part Vertex et d'autre part Sana Biotechnologies. Bien entendu, tout ceci se fait en accord et en partenariat avec des services cliniques de diabétologie qui suivent les patients. La plupart de ces résultats sont issus donc de la recherche académique qui a permis la mise en place de ces protocoles. Pour Vertex, donc, on a la preuve maintenant que les 12 patients greffés ont eu un contrôle glycémique assez intéressant, avec une efficacité qu'on va dire à long terme, puisque les patients ont pu être suivis jusqu'à 1 an de post-greffe. Toutefois, la présence de l'immunosuppression chez ces patients reste un problème à dépasser. Peut-être que la solution de Sana Biotechnologies sera la bonne solution pour dépasser cette immunosuppression. On n'a pour l'instant qu'un seul patient greffé. Il a reçu ces cellules et a montré un bon contrôle glycémique, en tout cas une bonne sécrétion d'insuline grâce à ces cellules. L'efficacité de production de ces cellules est pour l'instant uniquement à moyen terme, puisque le patient a été suivi jusqu'à 12 semaines post-greffe et pas plus. Mais le gros avantage, comme on l'a dit, c'est donc l'immunosuppression qui n'est pas appliquée chez ce patient et qui a donc permis la greffe de ces cellules. Le point négatif, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on a des cellules dont l'ADN est modifié, donc ça peut représenter un danger si cet ADN est modifié de façon, on va dire, non spécifique. On a effectivement fait des modifications spécifiques, mais il pourrait y avoir des effets secondaires liés à des modifications non détectées chez ces îlots. Donc les considérations sont les suivantes. Ce sont des progrès majeurs. Ces 2 articles présentent 2 apports majeurs de la recherche sur des traitements qui peut-être dans quelques années arriveront sur le marché s'ils sont validés par les autorités sanitaires et s'ils sont bien entendu remboursés, puisque ce sont des traitements qui vont coûter un certain prix. Pour l'instant, les seules études, bien entendu, sont réalisées chez l'adulte. Est-ce que ce sera un jour applicable chez l'enfant? C'est une question qui reste ouverte. On a besoin de suivre le contrôle qualité de ces 2 dispositifs à long terme. On a besoin de savoir si les cellules greffées vont fonctionner longtemps, si elles vont survivre, si elles vont continuer à produire de l'insuline sur plusieurs années et non pas juste sur une année, par exemple. Et on a besoin de s'assurer que ces cellules vont rester différenciées tout au long de leur vie et qu'elles ne vont pas, par exemple, engendrer des problèmes. Les points d'amélioration qui sont actuellement testés, c'est par exemple de greffer ces cellules avec d'autres cellules. Il y a des idées qui sont proposées par des chercheurs de greffer ces cellules avec d'autres cellules pour, par exemple, créer des vaisseaux sanguins qui permettront une bonne oxygénation et un bon apport de nutriments à ces cellules. Et bien entendu, il faut continuer à considérer le site de greffe pour que les cellules soient greffées dans l'endroit le plus physiologique, mais également dans un endroit qui permettrait de retirer ces cellules si jamais ces cellules devaient présenter un danger. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair sur la présentation de ces articles.